Bonjour François de Rugy. Bonjour. Alors je le disais, premier revers électoral, 28 sénateurs seulement, La République En Marche. C'était attendu. Vous dites quoi? C'est la revanche du vieux monde? Non, c'est le mode d'élection du Sénat qui ne s'adresse pas aux Français, mais s'adresse à un tout petit corps électoral, bizarrement qu'on appelle de grands électeurs d'ailleurs, alors que les autres électeurs ne sont pas petits, mais ce sont des élus locaux, et essentiellement des élus municipaux. Non, mais ça veut dire que c'est plus difficile de faire de la recomposition politique, du renouvellement politique, comme nous l'avons fait aux élections législatives, lorsque nous nous adressons à des corps intermédiaires, puisqu'en fait, on ne s'adresse pas directement aux Français, mais aux élus locaux. Et donc, il y a une plus grande permanence, une plus grande inertie autour du Parti socialiste et des Républicains. Est-ce que vous iriez jusque-là? C'est intéressant, François de Rugy. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est une forme de résistance des anciens partis? Non, mais je sais bien, par exemple, qu'il y a des sénateurs socialistes qui sont plutôt dans un esprit de coopération avec la nouvelle majorité et le gouvernement En Marche, et avec Emmanuel Macron, mais qui sont restés socialistes et qui ont préféré, pour se faire réélire, rester socialistes. Sans doute de la même façon du côté des centristes ou d'une partie de la droite. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il y a 0 sénateur Front National, en plus 0 sénateur France Insoumise. Ils n'ont même pas présenté de liste. En Marche a fait le choix. En Marche a fait le choix de présenter des listes, avait un certain nombre de sénateurs sortants qui en fait avaient été élus sous une autre étiquette autrefois. Et ce qui compte, c'est l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est est-ce que, et je le dis en tant que président de l'Assemblée nationale, est-ce que nous pourrons coopérer, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, président, par exemple, sur une réforme de la Constitution? Que là, les Français attendent. Réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs, réduire le cumul des mandats dans le temps, 3 mandats maximum. Voilà des sujets concrets. Vous posez la question, vous avez la réponse. Pour l'instant, la majorité des 3/5 n'y est pas. Je crois que nous pouvons coopérer. J'en ai discuté avec le président du Sénat, qui va se représenter pour être réélu, va sans doute être réélu, Gérard Larcher. Il m'avait dit cet été qu'il était plutôt ouvert à ces réformes. Et je pense que nous pouvons y travailler ensemble. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Gérard Larcher, justement, il dit le contre-pouvoir parlementaire est indispensable au fonctionnement de la démocratie. C'est donc un contre-pouvoir désormais, le Sénat? Le Sénat se vit plus que l'Assemblée nationale comme un contre-pouvoir. D'ailleurs, c'est un petit peu logique, puisque le Sénat n'a pas, comme on dit, le dernier mot sur les textes de loi. Et c'est important que ce soit l'Assemblée nationale, les députés élus au suffrage universel direct, qui aient le dernier mot sur les lois. Mais il est important que le Sénat contribue. Et moi, j'ai toujours été favorable au fait, d'ailleurs, qu'il y ait 2 chambres. L'Assemblée nationale, le Sénat. Ça permet sans doute de faire de meilleures lois si on est dans un esprit de coopération, tout en ne niant pas, évidemment, les divergences politiques. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau président du Sénat, enfin un nouveau, ex? Je pense que nous pouvons travailler ensemble sur ces sujets de réforme de la Constitution, et notamment sur un sujet concret qui est l'efficacité du Parlement dans la fabrique de la loi. C'est un peu un de mes dadas, et je veux que l'on puisse avoir un processus d'adoption des lois qui soit plus court, parce qu'à un moment donné, répéter 2 fois, 3 fois la même chose ne sert à rien. Vous lui envoyez un message plutôt clair ce matin, de dire en gros que ça ne se transforme pas en lieu de résistance, se dire qu'il ne faut pas jouer la montre sur le travail des textes. Les sénateurs feront évidemment, sont libres de leur choix, mais je vois quand même que le Sénat est assez morcelé d'ailleurs. Personne n'a la majorité absolue au Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale. C'est vrai que le président du groupe Les Républicains, je ne sais pas s'il va rester, M. Retailleau, lui, il a toujours défendu une vision assez radicale, assez dure, assez fermée, dans l'opposition frontale. Je crois que le président du Sénat et un certain nombre d'autres sénateurs ne sont pas sur cette ligne-là. Un 4e mandat pour Angela Merkel. Est-ce que vous diriez ce matin que la victoire de Mutti, comme on l'appelle en Allemagne, est ternie par l'entrée de l'extrême droite au Bundestag? Évidemment, d'ailleurs, le parti de Mme Merkel a reculé dans le même temps où il y avait cette poussée de l'extrême droite. Mais en même temps, voyons les choses d'un point de vue positif. Pour la France et pour l'Europe, c'est un partenaire stable qui permet d'envisager avec Emmanuel Macron une relance de la construction européenne. Et ce que je souhaite, c'est que Mme Merkel réussisse à construire une majorité en Allemagne qui permette cela. Et c'est une forme de recomposition politique qui va se produire en Allemagne comme cela s'est produit en France. Parce que Mme Merkel va sans doute devoir envisager une coalition d'un type totalement nouveau avec les centristes, les libéraux centristes d'un côté et peut-être les Verts de l'autre côté. Alors, maintenant, allons sur votre rôle de président de l'Assemblée nationale. Avec la méthode Macron, on va dire verticale, avec une forme de célérité dans la conduite des réformes, est-ce qu'on se dit que l'Assemblée ne va pas devoir marcher au pas de loi? Non, l'Assemblée, il faut surtout qu'elle marche bien. Il faut surtout qu'on ait plus la culture de l'efficacité. Ça, je le revendique. Ça veut dire qu'on débat à l'Assemblée nationale et on décide.
Si on ne fait que le cas, débattre, ça, hein. Mais non, parce que parfois on a l'impression qu'un certain nombre de gens préféreraient que l'Assemblée se contente de débattre. Vous savez, il y a une espèce de formule, c'est le président préside, le gouvernement gouverne et le Parlement parle. Eh bien non, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent débattre et décider. Si on décidait sans débattre, ce ne serait pas démocratique. Mais si on se contente de débattre ou qu'on répète indéfiniment les mêmes amendements, les mêmes arguments, les mêmes interventions 3 fois sur le même texte, cela ne sert à rien. Donc ayons une procédure d'adoption des lois qui soit beaucoup plus efficace. Il ne suffit pas de le décider, ça. Il ne suffit pas de le décider en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi qui vais le décider tout seul, bien sûr, mais vous le savez, j'ai impulsé, j'ai enclenché des réformes, des transformations de l'Assemblée nationale. J'ai lancé la semaine dernière 7 groupes de travail avec tous les groupes parlementaires. Ils ont tous accepté d'y participer. Donc c'est quelque chose qui respecte le pluralisme de notre Assemblée, mais qui en même temps doit viser des transformations pour plus d'efficacité, mais aussi le contrôle et l'évaluation. Vous voyez ça, c'est un pouvoir que l'Assemblée nationale doit prendre davantage par rapport à la politique du gouvernement. Je ne veux pas être désagréable, mais votre prédécesseur tenait sans doute à peu près le même discours, c'est-à-dire aller plus vite, être plus efficace, donner davantage de pouvoir de contrôle et de suivi même des textes au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale. Quelle est la spécificité que vous présentez ce matin dans votre démarche? J'en vois 2. D'abord, la première, c'est que nous ne nous interdisons pas de réformer la Constitution. Emmanuel Macron, président de la République, a dit le 3 juillet dernier, devant les parlementaires réunis en Congrès, j'enclenche un chantier de réforme constitutionnelle, ce qui permettra de toucher enfin à ces problèmes d'inefficacité. Et d'autre part, j'ai mis en place 7 groupes de travail qui impliquent des députés de toutes les tendances, ce qui me paraît être la meilleure façon d'avancer. Est-ce que vous avez une marge de conduite vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis très présents dans la rue ces derniers jours, parfois agités dans l'hémicycle? Est-ce que en cette période, on est encore en cette période de rentrée, vous leur demandez de baisser d'un ton? C'est surtout qu'ils ont une position un peu étrange, parce que d'un côté, ils siègent à l'Assemblée nationale et d'un autre côté, parfois, ils nous expliquent que tout doit se passer dans la rue. Donc moi, je défendrai le fait que les débats et les décisions se passent d'abord à l'Assemblée nationale. Ça n'empêche pas de manifester. En revanche, il vaut mieux éviter de dire n'importe quoi sur la rue. Et là, M. Mélenchon, samedi dernier, a quand même gravement dérapé. Merci beaucoup, François de Rugy. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline, et très belle journée à tous les deux.